Bonjour Mathieu. Je suis ravi de t'avoir pour étraîner cette nouvelle catégorie qui va concerner un petit peu la thématique de tous les gens qui ont eu des vies pas exactement comme tout le monde, des vies pas comme les autres. Donc tu vas être le premier, tu vas essuyer les plâtres du premier interview. Donc pourquoi d'ailleurs pourquoi est-ce que tu es qualifié? Pourquoi est-ce qu'on va t'interviewer toi-même dans une vie pas comme les autres? Tu es parti d'où initialement? J'imagine que tu penses à mon parcours professionnel qui a changé plusieurs fois d'orientation. Oui, il y a quelque chose comme ça dans ma question. En démarrant comme ingénieur. D'accord. Avec un passage par la case CAP, c'est ça qui t'intéresse? Oui, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez étonnant, un petit peu comment dire, une progression professionnelle presque, on pourrait presque la voir à l'envers. Oui, c'est ce que mes proches ont pensé aussi, surtout mes parents, mais là je suis en train de remonter la pente, on va dire. Je reprends les choses dans l'ordre. Alors, on va voir si mener quelque chose une vie qui sort un peu du moule t'a permis de réaliser un petit peu des choses qui te rendent plus heureux, qui te ressemblent plus. Alors, donc tu disais que tu avais commencé par un diplôme d'ingénieur, c'est ça? Voilà, j'ai passé les concours des grandes écoles et j'ai fini mes études à Strasbourg pour un diplôme d'ingénieur en physique. D'accord. Avec des perspectives après d'emploi plutôt dans l'informatique, puisque les ingénieurs en général sont plutôt embauchés dans ce domaine-là. Oui, donc j'ai commencé par travailler dans l'informatique. D'accord. Et ça a duré à peu près combien de temps? Ça a duré 2 ans. C'était est-ce que je te donne les dates ou non? Ça n'a pas d'intérêt. Oui. J'ai travaillé pendant 2 ans chez Alcatel. Comme voilà, un travail de bureau avec des collègues ingénieurs, hommes. Je pense que j'ai pas mal de lecteurs qui sont dans à peu près cette configuration-là de travail du bureau, et je pense qu'un certain nombre d'entre eux aimeraient bien changer ça, justement. On va voir si c'est possible ou pas. Donc pas mal de collègues de bureau ingénieurs hommes. Voilà, et puis avec des perspectives quand on est ingénieur de carrière spécialisée dans un domaine avec voilà un chemin bien tracé, ça ne me correspondait pas. Tu aurais pu finir chef de service, là, on rigole pas. Voilà, fallait de l'ambition. Hein. Ah oui. Fallait aussi un peu être un peu lèche-cul, on va dire. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui te plaisait pas là-dedans? C'était le bureau, c'était l'environnement, c'était l'école, voilà, le travail lui-même. Le métier en soi est intéressant parce que on est autonome et puis on doit construire ses projets. Les ingénieurs ont tous un peu la même façon de penser et moi j'avais besoin d'une ouverture d'esprit, soit avec des personnes de sexe féminin, soit avec des personnes qui parlent pas forcément que de foot ou de cinéma. Oui. J'exagère, mais bon, j'ai caricature. D'autant que tu étais quelqu'un d'assez intéressé par le théâtre, tu faisais pas mal de choses qui n'étaient pas tout à fait... Voilà, je fais du théâtre, je fais du vélo couché. Entre-temps, j'ai appris le thaïlandais. Donc voilà, j'avais besoin aussi de variété et puis de m'épanouir aussi au travail et pas simplement en dehors des heures de travail. D'accord. Et je pensais que voilà, après j'avais besoin aussi peut-être d'un contact avec les enfants, je sais pas si c'est ça, mais disons que j'aimais bien la pédagogie et j'avais déjà en école d'ingénieur passé le concours du CAPES de mathématiques. D'accord. Parce que le fait d'enseigner mes connaissances et d'être en contact avec des enfants, ça me plaisait bien. D'accord. Ça, là, effectivement, voilà, le métier d'ingénieur m'a montré très vite que ça me correspondait pas et qu'il fallait que je repasse le CAPES sérieusement en plein de préparation. D'accord. Pour aller dans une voie qui me correspondait mieux. Entendu. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors, j'ai quand même eu la possibilité, on va dire, familiale ou financière, c'est de faire une année de formation. Ouais. Parce que le CAPES, je l'avais passé en candidat libre, on arrive à avoir facilement l'écrit, mais l'oral, si on n'est pas préparé, ça marche pas. Oui. Donc, il a fallu quand même, je demande une année j'ai une année après ma démission d'Alcatel
sans financement, on va dire. Il fallait bien que tu aies un toit sur la tête et que quelqu'un te nourrisse, on va dire, au minimum. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça, effectivement, ça peut être un petit frein. C'est pas forcément possible pour tout le monde, mais il faut prendre son élan et économiser pendant 2-3 ans. Peut-être faire un petit boulot en même temps. Hein. Oui. Il y a des gens qui reprennent des études après avoir fait 5 ans d'études, ça arrive aussi. Hein. Oui, c'est bon. Après, c'est vrai qu'on peut aussi, comme tu le dis, travailler à temps partiel. C'est un travail qui n'est pas trop prenant. Parce que la formation n'est pas trop prenante. Et ce qui fait que j'ai réussi le concours et je me suis lancé dans la carrière de professeur de mathématiques. Donc d'ingénieur à prof, effectivement, déjà, c'est une première évolution qui n'est pas forcément attendue. Voilà, bah oui, on passe d'un bac plus 5 à un bac plus 4. Oui, c'est ça, déjà. Déjà, tu avais déjà commencé à perdre un point. J'avais déjà perdu. Tu es sur la mauvaise pente. Je ne sais pas si ça s'est amélioré par la suite. Alors, on va voir. Voilà, bah après quelques années d'enseignement, ça me plaisait toujours les maths, l'enseignement me plaisait, mais j'ai des... Ça t'avait déjà, par rapport à ton diplôme d'ingénieur, tu sentais que tu avais gagné, que tu t'étais rapproché de choses qui te correspondaient plus, en fait. Voilà, exactement. Oui, parce que les collègues sont de genre masculin-féminin à parité égale, on va dire, ouais. Avec des gens qui enseignent le français, d'autres qui enseignent les langues, et ça. La gym, la musique. Gym aussi, voilà, musique, on les voit pas trop, mais. Mais voilà, ça permet une ouverture qui est assez agréable même si on n'a pas beaucoup de contact avec ses collègues puisque on se retrouve que 5 minutes aux heures de récré et puis que personne n'a les mêmes horaires. Ouais. Donc voilà, il y a les avantages et puis il y a les inconvénients. Les inconvénients, bon, moi j'ai passé outre pendant une année passé en Thaïlande où j'avais demandé un congé professionnel. Donc tu as été mis à dispo en Thaïlande ? Voilà, j'ai été mis à dispo et je suis parti en Thaïlande. Tu as enseigné 1 an les mathématiques là-bas ? J'ai enseigné les mathématiques là-bas. Tu as enseigné comment, en français ? En anglais. En anglais, d'accord. En anglais, ouais, j'avais un bon niveau en anglais et ça a suffi pour enseigner en anglais des mathématiques qui sont assez proches quand même dans les deux langues, au niveau du vocabulaire. Et voilà, ça m'a fait une expérience très très agréable. D'accord. Alors quand tu as commencé, tu étais dans le Massif central, je crois, non ? Tes premières expériences de professeur, c'était où ? J'ai passé le CAPES, j'ai enseigné dans le Val-de-Marne en collège. Oui. Pratiquement toutes les années du collège, pendant 5 ans. Après, j'ai fait une année en Thaïlande. D'accord. Et je suis revenu et j'ai fait... donc j'avais perdu mon affectation en collège Val-de-Marne et j'ai été en lycée en Seine-Saint-Denis pendant 2 ans, voire 1 an et demi. Puisque là, j'ai saturé un petit peu du métier de prof et puis de régler les problèmes de discipline. Et là, ta nouvelle affectation était plus sévère, on va dire, plus musclée ? Elle était plus musclée et puis en même temps d'avoir des élèves plus âgés, ça permet d'entrevoir un rôle différent du professeur, c'est-à-dire qu'on on a des personnes qui vous font ressentir qu'ils n'aiment pas les maths, ce qui n'est pas forcément le cas des enfants en collège qui sont très scolaires et qui travaillent à l'école pour faire plaisir à leurs parents. Mais aussi, voilà, s'ils n'ont pas envie de faire des maths, ils vous le disent, non, je ne ferai pas de maths ou je m'en cogne, quoi. Je ne ferai pas mes exercices, surtout quand on est dans une banlieue où les élèves n'ont pas de perspective d'études. Donc où l'école ils ne s'investissent pas à fond dans l'école. Et donc plus en but envers l'autorité, quoi, grosso modo. Voilà. Et je me suis aperçu que les mathématiques, j'en avais assez de faire toujours la même chose et que il y avait j'allais pas m'épuiser au travail parce que je faisais des cauchemars. Donc ça c'est plutôt une oui, ah oui. C'est plutôt un défaut personnel qui est de me tourmenter par rapport à mon vécu des journées. D'accord. Et des journées en classe. Et donc je me suis dit je vais pas me ruiner la santé, plus le fait que je n'étais plus motivé pour enseigner les mathématiques puisque je trouve que
qu'effectivement, c'est les élèves qui ont raison. Ah oui. Ah bah, les élèves ont raison en n'aimant pas les maths. Donc quelque part, c'était dur d'enseigner après quand on a un peu cette philosophie. Donc de nouveau, comme quand tu étais ingénieur, tu t'es retrouvé à un moment une situation où ton occupation, on va dire alimentaire, n'était pas du tout en phase avec tes aspirations, quoi. Voilà. Là, ça correspondait pas. Donc reblocage. Donc alors qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Il a fallu retrouver un petit peu des financements. Bon, là, c'était plus facile parce que j'ai eu des arrêts médicaux pendant 3-4 mois. D'accord. Donc tu es en train de faire une dépression, grosso modo. Voilà, j'étais pas en dépression, mais j'étais, c'est vrai qu'un peu fragilisé mentalement. Et puis le médecin m'a arrêté facilement. Donc quand on est enseignant et qu'on dit qu'on en a marre, ça passe très très bien. D'accord, je comprends. Voilà, donc j'ai eu cette période transitoire où il fallait que je trouve une autre activité. Oui. Puisque ça m'est arrivé de but en blanc au mois de janvier à la rentrée scolaire, où d'un jour à l'autre j'ai décidé de ne plus aller en cours, de sécher carrément. Et je verrai bien après ce qui se passe. Mais quand j'en parle à mes amis, ils m'ont dit que c'était pas la première fois que je parlais de démissionner. Donc ça m'a rassuré. C'était là, ça montait. C'était en train de monter gentiment. La pression montait. Alors après, qu'est-ce qui a permis de rebondir? C'est que je pense que j'ai assez confiance en moi sur le fait que je suis capable de faire des choses. Ça c'est super important, effectivement. Donc ça aide. Et puis peut-être, moi, effectivement. Après, pourquoi je suis allé dans le bâtiment, c'est parce que j'ai un bon ami électricien qui m'a pris sous son aile et qui m'a accepté pendant ses travaux. Parce que c'est ça qui s'est produit, c'est que du coup tu es parti faire une formation dans le bâtiment. Voilà, je suis parti faire une formation dans le bâtiment. Alors c'est un peu la tradition familiale aussi. Mon père, mon grand-père travaillent dans le bâtiment, donc je savais que c'était un domaine qui pouvait m'intéresser. Le côté technique, le côté indépendant, c'est quand même un petit peu mon trait de caractéristique. Oui. Et toi, t'étais indépendant, t'avais plus de bureau du tout, si j'ose dire, là, j'avais plus de bureau. Et je repense maintenant que tu fais penser à un autre argument qui est une anecdote, mais qui comptait pour moi. Oui. J'en avais marre de manger à la cantine du collège et du lycée. Ah oui, non, mais même les cantines de bureau, c'est insupportable. Piétiner au milieu des gens avec un plateau, c'est pas humain, ça. Voilà. Donc ça faisait partie des choses où il fallait que je change et le fait d'être indépendant, j'ai pu manger de temps en temps quand j'étais avec mon collègue Yves. On mangeait régulièrement au restaurant le midi. C'était un petit peu sa rémunération pour mon travail. D'accord. Et j'ai appris un peu le métier, sachant que j'avais appris un petit peu par moi-même. Mm-hmm. J'avais bricolé déjà pas mal l'électricité à la compagnie. D'accord. Après, là par contre, c'est pas aussi simple quand on est prof, c'est-à-dire qu'il suffit pas de faire un an de formation pour avoir, on va dire, une clientèle et un revenu. Mm-hmm. Hey. Donc là, voilà, la surprise entre guillemets, c'est que pendant, on va dire, 3 ans, j'ai tourné entre 1000 et 1500 euros par mois, quoi. Oui, d'accord. Là, je le savais pas au début, hein. C'est une reconversion un petit peu plus à l'arrache, quoi. T'étais plus proche de ce que t'étais plus heureux, mais moins riche. Oui, c'est un peu plus à l'arrache, oui. Là, disons que ça s'est décidé un peu de but en blanc, cet arrêt de l'éducation nationale. Et quand on est indépendant, j'aurais pu peut-être aussi postuler dans une entreprise d'électricité. Hein. J'aurais touché régulièrement mon salaire, ça aurait sûrement marché. Hein. Ou en intérim. Moi, j'ai décidé d'être indépendant, donc j'ai eu ma clientèle au fur et à mesure par le bouche à oreille. Et ça vient assez lentement quand même. Hein. Si on fait pas de démarche commerciale, ça vient assez lentement. Et en plus, je crois qu'en plus d'avoir passé ton CAP d'électricien, tu avais en parallèle passé en candidat libre ton CAP de plomberie, c'est ça, non?
Voilà, disons que je me suis dit que tant qu'à ouvrir une entreprise, autant faire électricien plombier et même énergie renouvelable. En fait, le temps libre après d'avoir arrêté l'enseignement, ça a été de savoir qu'est-ce qui m'intéressait dans la vie. Donc c'est peut-être là ce que j'aurais dû dire dès le début. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'intéresserait? Les énergies renouvelables, les économies d'énergie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je me suis formé pendant mon temps libre à ça. Ça aurait même pu t'intéresser en tant qu'ingénieur, remarque. Hein. Voilà, ça a aidé mon parcours d'études. Et je me suis dit, pourquoi pas poser des panneaux solaires, pourquoi pas envisager de poser des éoliennes, proposer à des gens un système complet d'économie d'énergie, alliant l'isolation, économie d'eau, économie de chauffage, etc. Donc là, tu as eu un travail qui était à la fois en accord en termes d'activité, d'indépendance, en plein air, etc., et en termes éthiques. Quoi. En termes éthiques, voilà, j'avais besoin aussi de ça. Bon, je me suis aperçu rapidement que les entreprises, le marché des économies d'énergie n'était pas assez important, et puis que c'était surtout un travail de commercial qui permettait d'avoir un contact avec des clients. Et je me suis dit, pourquoi pas faire tout simplement électricien de base, qui permet de rencontrer des gens, d'aller dans des appartements qui sont parfois très beaux, parfois différents, avec des gens de différentes classes sociales, mais avec des accueils aussi relatifs à la classe sociale qui est intéressant. Ça rejoint un petit peu mon intérêt pour l'humain d'avoir des contacts avec des gens de catégories sociales différentes. D'accord, oui, ça va être très très intéressant. Alors après, au niveau de la chez eux. Alors ce qui était un peu long dans ma reconversion là au niveau de mes diplômes, c'est que j'étais obligé de travailler en même temps que ma formation, parce que la formation de CAP a duré 1 an en cours du soir. D'accord. Et qu'il fallait bien que je travaille en même temps. Oui. Il se trouve que par mon oncle, j'ai pu trouver un travail d'électricien sans diplôme pour une entreprise de télévision. Mm-hmm. Et je me suis inscrit en micro-entrepreneur comme décorateur. D'accord. Donc je pouvais facturer en tant que décorateur, mais en fait concrètement j'étais électricien. C'est presque comme si tu avais été en apprentissage, quoi. Voilà, donc j'ai fait un apprentissage dans un domaine assez facile, les décors télé. Et c'était assez sympa d'ailleurs. Et voilà, ça c'était une opportunité qui m'a permis d'avoir des revenus en même temps que je prenais mes cours du soir. Et donc pour revenir à ta remarque sur mon CAP de plombier, je l'ai passé en candidat libre parce que j'avais déjà travaillé pas mal la plomberie avant et que je m'étais dit on verra bien. Il se trouve que j'ai eu mon diplôme. D'accord. Et ça m'a permis d'avoir une entreprise assez polyvalente, décoration, électricité, plomberie. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de pouvoir démarrer plus rapidement, parce que la clientèle, si j'avais eu que l'électricité, j'aurais pas eu assez de clientèle régulière. D'accord. Donc alors, là en fait, on se retrouve dans une configuration où tu as trouvé quelque chose dans lequel le travail t'épanouissait, le contact humain t'épanouit, et quand tu te fais une clientèle, tu as une société donc qui fait électricité, plomberie, déco, donc quelque chose de pas trop répétitif et d'assez sympa, et donc tu pètes une clientèle, donc tu développes vers l'avenir. Donc là, t'es arrivé à ce que tu voulais, non? Voilà, je développe une clientèle, je finis par avoir beaucoup de travail et travailler 60 heures par semaine. Je commence au bout de la 3e année à avoir des revenus corrects, autour de 2000 euros. 2000 euros pour 60 heures par semaine, c'est pas encore à se rouler par terre, hein, malgré tout. Mais bon. Oui, mais il y a la région parisienne, il y a pas mal d'heures de transport aussi, et les fournisseurs sont pas à côté, donc on est obligé de faire beaucoup d'heures pour y arriver. Et puis aussi, j'ai sous-traité un petit peu des chantiers, mais j'ai pratiquement fait tous mes chantiers tout seul. Hein. J'ai pas franchi le cap d'embaucher. T'es pas vraiment complètement devenu chef d'entreprise.
Voilà, c'est ça. Je suis resté entrepreneur. Indépendant. D'accord. Entrepreneur. Alors on pourrait se dire voilà, je vais faire carrière un petit peu en augmentant le chiffre d'affaires de mon entreprise. C'est logique. Ce qui paraissait logique. Mais j'ai l'exemple familial de mon père qui a eu une entreprise qu'il a fait grandir avec une dizaine d'employés, et j'avais pas envie de suivre ce modèle où le professionnel l'emporte sur la vie extra-professionnelle. D'accord. Puisque j'avais des activités en dehors. Même si c'est vrai que quand je faisais 60 heures par semaine, je faisais plus grand chose à côté. Oui, justement. Déjà tu commençais à en être... Je commençais déjà à saturer. Et puis, d'un jour à l'autre, j'en avais un peu marre de Paris. Donc là, on arrive à la dernière version qui est toute récente et qui date de 6 mois, où je me suis décidé à changer de ville. D'accord. Et changer de ville, quand on est... Quand on a une clientèle locale, on comprend tout de suite qu'il va falloir repartir à zéro puisqu'on n'a plus de clientèle. C'est ça. Alors pourquoi changer de ville du coup ? Alors changer de ville, parce que peut-être que je me lasse plus vite que la plupart des gens, mais voilà, disons que les 60 heures de travail par semaine pour 2 000 €, comme tu l'as fait remarquer, ça fait pas très cher payé. Et ça, c'est les inconvénients de la région parisienne. Plus le fait que ça fait 40 ans que je suis en région parisienne et que je connais un petit peu tout, et aussi bien au niveau des endroits pour sortir que des relations humaines. J'avais des relations avec des amis de moins en moins nombreux puisque la région est tellement grande que les uns sont à l'est, d'autres à l'ouest et d'autres au nord. Et ce qui fait que j'avais une pauvreté humaine, encore une fois, mais dans mes relations amicales. D'accord. Et j'avais des amis, je voyais 2 fois par an. Je me suis dit, et puis j'avais pas de copine aussi, donc encore un avantage pour pouvoir bouger. Oui. Et j'avais une... Voilà, c'est quand même pas d'enfant non plus, donc... Mais je m'étais pas investi non plus dans mon entreprise parce que justement ou plutôt l'inverse, je m'étais peut-être pas investi dans une vie sentimentale parce que j'étais pas sûr peut-être de rester pareil. Peut-être je crois que ça a joué aussi. De toute manière, c'est pour ça que j'ai pas eu une démarche commerciale au début de mon implantation comme entrepreneur, parce que je ne voulais pas m'implanter à Vincennes, là où j'habitais, et faire une démarche page jaune locale. D'accord. Je voulais rester quand même assez ouvert sur un déplacement. D'accord. Et bon, ça paraît peut-être pas très logique, mais en allant à Strasbourg, c'est aussi parce que je savais que mon métier était très demandé, pas forcément à Strasbourg, mais de façon générale, partout en France, on peut trouver dans les agences d'intérim du travail comme électricien. Et puis mon expérience, comme les architectes me disaient que d'avoir touché un petit peu à tout, c'est encore plus valorisant que simplement d'avoir fait que l'électricité. Je savais que je trouverais quelque chose. D'accord. Alors là, donc tu arrives à Strasbourg, et finalement tu démarres par quelque chose d'un peu différent de l'électricité. Voilà, disons que paradoxalement... 4e fois que tu pars à zéro. Voilà, là c'est la 4e fois. Voilà, c'est la 4e fois où il faut prendre son courage à 2 mains entre guillemets, parce que comme je te dis, il faut avoir confiance en soi et avoir un petit peu de réserve financière d'avance. Bon, là il se trouve que je suis arrivé le 1er juin à Strasbourg, et que le 15 juin, j'avais un entretien d'embauche pour conducteur de travaux seconde œuvre dans une agence d'intérim. Parce que ma démarche auprès des agences d'intérim, bizarrement, a été caduque parce que je n'ai pas l'habilitation. C'est-à-dire que je peux être électricien à mon propre compte sans avoir fait d'habilitation, c'est-à-dire une formation à la sécurité électrique. Et dans les agences d'intérim, pour être employé, ils demandent cette habilitation à la sécurité électrique que je n'avais pas. Donc, je me suis fait remballer par pratiquement toutes les agences d'intérim, sauf une qui m'a proposé
en voyant mon CV, ce contrat de conducteur de travaux seconde œuvre, aménagement intérieur, pour la construction d'une résidence hôtelière de la SNCF. Et j'hésitais au début parce que je savais pas si ça pouvait m'intéresser, ça pouvait être valorisant pour la suite une expérience intéressante pour la suite de ma carrière, même si je n'avais pas d'orientation. Je me voyais bien plutôt chef d'équipe en fait. Je me voyais bien passer à j'en avais un petit peu assez aussi du côté poussière et technique. Et ouvrier, on va dire, même si en étant gérant, j'avais pas que voilà, ces activités-là, mais bon, ça fait partie du métier. Voilà, donc je me voyais bien chef d'équipe, et en acceptant conducteur de travaux, j'ai découvert que je pouvais être technique et en même temps aller au travail en chemise et en petites bottines. D'accord. Donc c'était intéressant. Et j'ai accepté ce poste qui s'est prolongé jusqu'à présent, puisque ça fait 6 mois maintenant que je suis en poste, même si je sais que ça se termine dans une semaine, puisque ça se termine à la fin de la construction du bâtiment. D'accord, donc une ouverture vers chef d'équipe. Alors en parallèle, je crois que tu as aussi un petit peu touché à l'immobilier, il me semble, non? À l'immobilier, voilà, c'est vrai que ça fait partie des projets que j'avais en étant dans le bâtiment. L'avantage du bâtiment, c'est qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. Donc c'est un domaine, on ne se lasse pas d'apprendre des choses. Comme moi, j'aime bien le renouvellement, c'est très important. Et j'avais essayé plusieurs fois de trouver des entrepôts à vendre pour les transformer en habitation. Donc je m'étais un petit peu, c'est un petit peu mon objectif aussi d'entrer dans le bâtiment. C'est pour ça que je m'inquiétais pas trop au début de mon entreprise d'électricité. Je m'étais dit, je vais réussir à trouver, à investir dans l'achat-revente dans l'immobilier. Oui, sachant que tu pouvais moins tout refaire tout seul, quoi. Voilà, en faisant moi-même, je m'étais dit que j'aurais ça me donnerait du travail. C'est comme si j'avais un client, mais mon client c'est moi. tu rémunérais ton temps de travail. Je rémunérais mon temps de travail. Bon, en région parisienne, c'est quand même très difficile de trouver des choses à l'abandon. En plus, les agences immobilières jouent pas le jeu du prix des travaux, donc ils sous-estiment souvent le prix des travaux, ce qui fait que les prix à l'achat sont très chers. Mais on peut trouver des choses. Mais c'est un autre. Voilà, il y a des gens comme toi, Mathieu, n'est-ce pas? C'est possible. En cherchant bien, trouve des choses avec un potentiel de gain à la revente. Voilà. Et puis en étant sur Strasbourg, en fait, je me suis déjà placé comme investisseur, puisque j'ai déjà acheté une maison qui est distribuée en appartements et qui est déjà louée au 2e étage. Et en faisant des travaux, je vais prochainement louer le 1er étage. Tu arrives, tu achètes l'immeuble. D'accord. Voilà, c'est un mini immeuble R+2. Et donc voilà, il y a quand même une suite logique sans en avoir l'air dans mon parcours. Hein. Surtout qu'effectivement, en étant électricien, plombier et décorateur, on peut estimer que tu es quand même bien placé pour faire ces activités immobilières en plus. C'est ça. D'accord. Ça peut servir. Et à l'instant, on m'a même proposé un poste qui pourrait m'intéresser pour monter une agence d'une filiale, si vous voulez, d'une agence d'aménagement intérieur de Lille qui veut s'implanter à Strasbourg. D'accord. Donc je serai technico-commercial pour créer un marché pour cette agence de Lille en Strasbourg, ce qui peut m'intéresser, même si là j'ai un peu plus d'appréhension parce que je suis pas très commercial. Oh, tout s'apprend finalement. Voilà, ça s'apprend. C'est fantastique ça. Donc le futur, ça peut être ça. Voilà, donc ça pourrait être le 5e métier. Mais là j'ai raccourci le 4e, aurait duré que 6 mois. Oui. Ah, on sait pas, hein.
On sait pas ce qu'il faut. Voilà. À moins que ça se prolonge dans ce domaine-là. Voilà, je suis pas encore embauché, mais voilà. Par contre, mon contrat avec l'agence d'intérim se terminant dans une semaine, heureusement que j'ai des travaux à faire, ça va m'occuper. Et heureusement qu'en intérim aussi, on est payé, vous savez, tu sais Mathieu, avec les congés payés en plus et les primes de précarité, tout ça. Et une prime de précarité, ce qui fait que comme j'ai pas pris de vacances cet été, ça me fera un peu mes vacances et j'aurai un petit peu d'argent de côté quand même. Et puis si tu as envie de te mettre au travail, tu finis le second étage de ton immeuble et voilà, donc à partir du moment où j'aurai 2 locations, déjà ça. Et puis donc là je vais passer ma formation d'habilitation électrique parce que là je suis sûr d'avoir du travail en tant qu'électricien. Après conducteur de travaux, j'ai eu la chance de trouver ce poste parce que il y avait pas beau, voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance, mais je suis pas sûr que mon CV il manque pas une formation un peu bâtiment de base. Pour les postes que j'ai vus sur les offres d'emploi, ils demandent quand même une formation bâtiment au moins bac plus 2. Alors à moins de faire une formation en 1 an pour avoir un diplôme bac plus 2, apparemment avec un minimum de conviction, t'as réussi ça au moins une fois déjà à te faire embaucher. Oui, ouais, c'est possible. Mais là, c'est vrai que je m'y prends un peu tard puisqu'on est déjà à fin novembre. Ouais. Pour l'inscription en faculté ou peut-être par le CNED, c'est possible. Mais voilà, j'envisage, je peux renseigner un peu. Ça marche aussi, oui. Bah, c'est superbe. Bah, écoute, voilà, donc, en tout cas, je suis heureux et surtout d'être parti à Strasbourg. C'est vraiment une ville très très agréable. Et je pense qu'il y a plein d'autres villes en France où on vit mieux qu'à Paris. Ouais. À partir du moment où on a un métier qui s'adapte, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est super, non, j'aime bien, j'ai vraiment envie de commencer cette série d'interviews par toi, parce que ce passage de Vincennes à la Thaïlande et à Strasbourg montre bien qu'à chaque fois qu'on n'est pas bien dans quelque chose, faut se donner des moyens, c'est pas toujours évident, c'est pas forcément rouler sur l'or dans un premier temps, mais on peut toujours aller vers quelque chose dans lequel on se sentira mieux. Si on peut pas supporter ses collègues et qu'on a envie d'un contact différent, on peut devenir prof par exemple, de prof. On peut devenir électricien si on a encore envie de changer, ou plein d'autres parcours sont possibles, mais il n'y a pas de vraie fatalité à aller au bureau si on n'en a pas envie, à être à travailler enfermé si on a envie d'être en plein air, à travailler avec des gens différents si on est tout le temps en train de travailler avec des gens qui ont le même profil. Tout ça c'est possible, mais il faut simplement garder un esprit assez ouvert. C'est ce que ton exemple nous montre, et on peut. Faut vouloir. Voilà, oui, exactement. T'as bien résumé mon parcours. Il y a un investissement personnel à faire, et ce qu'on pourrait en retenir aussi, c'est donc être sûr de soi, avoir confiance dans le fait qu'on puisse le faire. Sinon, c'est sûr qu'on aura beaucoup de mal à bouger. Alors, peut-être que ce que je peux préciser, en plus de la confiance en soi, oui. C'est la philosophie que j'ai acquis en Thaïlande, c'est quand même la philosophie bouddhiste, ou peut-être qu'il y a ça aussi dans les pays du Maghreb, c'est de ne pas s'inquiéter pour le lendemain. D'accord. Vivre le jour présent. Vivre le jour présent et je me suis aperçu que ça marche assez bien. C'est-à-dire que il y a toujours moyen de rebondir. Ouais. Être dans l'instant plutôt que d'être toujours en train de se lamenter sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Ou s'inquiéter pour l'avenir. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations plus difficiles que nous en général, et qui acceptent, qui vivent très bien. C'est le cas d'un groupe d'amis que j'ai à Strasbourg, qui sont assez précaires, mais qui disent voilà, la précarité, c'est de toute manière la situation de beaucoup de gens actuellement, précarité du travail, je veux dire. Oui. Donc avec une philosophie en acceptant qu'il y ait des périodes de creux financier, à ce moment-là, on peut plus facilement changer. Ah, la vie, c'est un processus incertain, on est d'accord. Et je suis d'accord, la prise de recul, si les gens à qui n'arrive pas grand-chose de si grave, finalement, quand on regarde bien, regardaient moins leur malheur, probablement qu'ils seraient moins paralysés, effectivement, pour agir.
Ouais, ce sont des. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, Alban. Merci à toi, Mathieu. Il y aura sûrement une suite alors. Eh ben écoute, j'attends quelques années pour faire l'interview numéro 2. Hein. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.